Chers amis, on dit mesdames et messieurs, messieurs les directeurs, messieurs et mesdames les directrices, mesdames et messieurs les architectes, messieurs les représentants de l'administration, des entreprises, etc., etc. Bienvenue, merci de prendre place. On va essayer de démarrer pratiquement à l'heure, ce qui permettra de terminer à l'heure, que vous ayez le temps de boire quelque chose, puisqu'il fait beau à Paris et que vous aurez besoin de vous désaltérer. Et donc, pour certains d'entre vous, il y a 5 ans, le 18 mars 2019, nous étions dans cette salle et nous nous disions on va essayer de mettre un petit peu de bois dans les bâtiments des Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui, on est là pour faire le bilan de cette opération et puis aussi pour montrer les premières pages, elles sont électroniques actuellement, d'un livre qu'on a voulu pour l'héritage de ce que nous avons fait. Je n'ai pas salué tout le monde, excusez-moi. Et l'héritage de ce que nous avons fait, c'est un livre que nous appelons 2024, le bois sur le podium pour décarboner la construction. Et au travers des présentations qui vont vous être faites par des constructeurs, par des bureaux d'études, par des architectes, par les décideurs que sont Paris 2024, la Solidéo, nos professionnels, on essaiera de vous montrer qu'est-ce que ça a été que cette aventure d'hommes et de femmes professionnels ou qui ont aidé dans ces 5 années, et un peu plus, mais puisqu'on a démarré un peu avant, pour réussir ce qui a été présenté. Voilà, alors on commence par un petit module vidéo. Je vous laisse le lancer, merci. L'origine de France Bois 2024, c'est de profiter des Jeux Olympiques pour montrer comment notre filière était en transition et comment on pouvait montrer au grand public et aussi à nos professionnels qu'on peut réussir à faire des bâtiments exemplaires avec du bois français. La filière, globalement, et notamment son comité stratégique de filière qui était présidé à l'époque par Luc Charmasson, mais les présidents du Codifab, les présidents de France Bois Forêt ont tout de suite adhéré à cette idée-là. La première action concrète, ça remonte à fin 2018, c'était une note de préconisation pour Solidéo. Ça a un peu posé les bases, ça a été bien suivi par Solidéo et derrière les promoteurs. La singularité des Jeux de Paris 2024, c'est d'être alignés sur les accords de Paris sur le climat. Ce sont les premiers Jeux qui diminueront leur empreinte carbone de près de 50%. Dans ce cadre-là, pour nous, construire en bois est une espèce d'évidence. Et donc on construit massivement en bois, non seulement les bâtiments de bureaux ou les bâtiments d'habitation nécessaires pour les Jeux, pour le village olympique, pour le village des journalistes, mais aussi la grande piscine olympique, mais aussi l'Arena 2, mais aussi toute une série d'autres équipements de moindre importance et qui contribuent non seulement aux Jeux, mais à l'héritage pour les populations. Quels sont les objectifs environnementaux de Paris 2024 et comment ils se structurent? On travaille en fait sur 4 thématiques, le climat, l'économie circulaire, la biodiversité et la résilience environnementale. Et en fait, on voit que le bois, il est intéressant comme solution sur au moins 3 de ces enjeux. Il est intéressant d'un point de vue impact carbone, c'est notre sujet climat. Il est intéressant sur la partie économie circulaire, puisque c'est un matériau qui se ressource. Et puis, il est intéressant également sur les questions d'impact sur la biodiversité. Le bois est un atout considérable parce qu'il permet d'optimiser l'ensemble des bilans carbone des ouvrages qui l'emploient, souvent associés avec d'autres types de matériaux, et je pense notamment au béton bas carbone. Le bois est aussi un atout, notamment en matière de structure pour les bâtiments. Il est dans la totalité des bâtiments de logement de moins de 28 mètres employés à cette fin. Les objectifs souhaités par Paris 2024 et la Solidéo étaient d'avoir des bois à 100% qui provenaient de forêts gérées durablement et aussi d'avoir une part de bois provenant d'entreprises et de forêts françaises. Et nous, au niveau de la filière, nous nous sommes fixés comme objectif 50%. Jusqu'ici, nous étions à un taux de 25%. L'idée, c'est que nous soyons en progression dans cette transition que consiste la construction bois en ce début du XXIe siècle.
Voilà, et donc c'est une histoire d'hommes et de femmes, je disais, un petit commando que j'ai eu l'honneur de présider. J'étais bien sûr secondé par Marie Joriot qui interviendra et qui va tout à l'heure faire la modération de certain nombre des ateliers, mais aussi nos deux collègues, Patricia, Manuela, sur les questions de communication. Donc c'est une toute petite équipe de la filière bois. Nos deux financeurs étaient ceux qui sont présentés, le Codifab et France Bois Forêt, qui ont mis leurs fonds collectifs de façon à ce que nous puissions agir, activer les techniciens nécessaires pour lever les freins que nous avions, diffuser de l'information, mobiliser nos filières. Et le premier meet-up qu'on avait tenu ici avait eu justement comme objectif qu'un certain nombre de nos professions puissent participer. Alors, il nous reste 3 mois, c'est plus grand-chose, mais il nous faut quand même faire l'analyse de cet héritage. On va vous donner quelques éléments, vous en avez vu qui ont été présentés, et nous sommes en train de transférer à la filière forêt-bois les avancées qu'il y a pu y avoir en matière de technique et en matière de développement. Donc héritage avec quelques succès, quelques réussites quand même. On a 2/3 des surfaces de plancher des 280 000 m² du village olympique dans lequel il y a du bois. Certes, il y a du bois en structure, c'est le cas de 100% des bâtiments de logement en dessous de 28 mètres, mais même dans les bâtiments au-delà de 28 mètres, qui sont à structure béton, pour des raisons de sécurité incendie, il y a du bois qui a pu être mis dans les supports de façade, et ce sont des innovations parce que nous ne le faisions pas, et nous avons développé avec nos ingénieurs, Eric est dans la salle, le CSTB, FCBA, des éléments qui ont permis que des avis techniques puissent exister sur ces éléments et que finalement il y ait du bois presque partout. Alors le bois, vous ne le verrez pas si vous avez visité ou si vous voyez des images, mais le bois est bien présent et donc il a représenté environ 40 000 m³ globalement, non pas seulement sur le village olympique, mais sur le village des médias, sur les équipements qui ont pu être faits. Et dans le village olympique, ce sont 15 000 m³ de bois qui ont été utilisés. Et donc, on a 30 000 tonnes de carbone qui est stocké, et on l'espère pour longtemps, donc pour contribuer à la décarbonation de nos bâtiments. 100% de ces bois proviennent de forêts gérées durablement, donc validées par nos collègues de PEFC et par les collègues de FSC, et une bonne partie quand même est du bois français. Alors, avant les JO, on pourrait dire qu'on était aux alentours de 20-25% de bois français dans nos bâtiments en construction bois, et vous avez vu sur les slides qu'on est largement à 45%, et un certain nombre de bâtiments sont à 65-80%. Donc il y a une formidable avancée, et on a vu pendant ces Jeux Olympiques des décideurs de la maîtrise d'ouvrage et des constructeurs, je pense à Bouygues Île-de-France, je pense aussi à même Matisse qui s'est lancé lui aussi en disant on va augmenter nos quantités de bois français, donc quelque chose est en train de bouger. Voilà, alors nous allons avoir un petit voyage avec les différents ateliers qui vont vous être présentés sur les chantiers, on parlera de la traçabilité, on essaiera de revoir tous ces éléments, et puis on terminera par une petite table ronde avec un certain nombre d'entre vous qui nous rejoindront, et on essaiera de voir qu'est-ce qu'on a mémorisé les uns et les autres de cette belle aventure. Alors je passe dans un premier temps la parole à Antoine. Antoine Duswitch est un des directeurs de la Solideo. Vous avez vu son patron, mais il est empêché aujourd'hui. Et donc, tu nous dis quelques mots de votre challenge à vous. On aura tout à l'heure Paris 2024 qui montera et qui parlera de son challenge. À toi, Antoine. D'abord, merci Georges-Henri, merci Marie de nous inviter. On est très honorés de l'invitation de France Bois 2024. Et c'était pas simplement pour nous l'enjeu de mettre du bois dans des ouvrages, c'était de regarder comment ces projets des ouvrages olympiques et paralympiques pouvaient faire avancer l'ensemble des filières vers la ville durable. Et donc on est très heureux de l'initiative du livre, et parce que ce qu'on voit dans le livre, c'est à travers des témoignages l'importance qu'a eu ce projet pour plusieurs acteurs de la filière bois, en quoi ça a contribué à accélérer ou à concrétiser des dynamiques, des travaux dans le domaine de la construction.
Nous-mêmes, on a contribué à ce livre à travers des témoignages. On va poursuivre ce travail de valorisation. En fait, beaucoup d'observateurs, y compris la presse, nous disent il faut que collectivement, on soit capable de restituer cette expérience de façon à ce qu'elle puisse profiter à l'ensemble des acteurs. Et donc, on va mettre en ligne une plateforme qui sera enrichie entre mai de cette année et puis la fin 2025 pour organiser et mettre à disposition les retours d'expérience des ouvrages olympiques. Et voilà. Et donc, d'une certaine façon, vous ouvrez le bal avec ce livre et le bal de la valorisation des ouvrages olympiques, et c'est très important. Et on vous remercie vraiment pour ça. Et puis voilà, je crois que je reprendrai la parole à la table ronde avec Marie, donc je m'arrête là. Encore une fois, on est très heureux. Merci Antoine. Alors, on a parlé d'un livre. On a rêvé un moment de pouvoir vous le distribuer à l'issue de cette réunion. Et comme c'était assez compliqué à réaliser, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on met. En fait, il sera effectivement en papier présent au Forum Bois Construction qui se tient à Nancy. Donc retenez les dates des 15 et 5 avril. Nous interviendrons aussi, bien sûr, pour parler de ce qui s'est fait. Mais vous aurez l'ouvrage. D'ores et déjà, ce document existe en mode numérique. Certains d'entre vous peuvent l'acquérir. Et je vais passer la parole à notre cher éditeur, à toi Bernard, pour nous dire. Bonsoir, donc je suis Bernard Le Chevalier, je dirige les éditions des Halles, une maison d'édition qui est dédiée au monde du bâtiment et particulièrement au bois dans la construction et dans tous ses usages. Donc on a réalisé ce livre avec l'équipe de France Bois 2024 et là je remercie et Georges-Henri et Marie Joriot pour leur professionnalisme dans le suivi des dossiers qui était un petit peu compliqué parce que bon, il fallait tenir compte d'un cadre relativement contraint avec les Jeux Olympiques et faire des choix éditoriaux parfois délicats. Ils nous ont guidés pour réaliser cet ouvrage qui, à mon avis, donnera une très belle image de ce qu'a fait la filière bois dans son ensemble à travers sa mobilisation pour les ouvrages des Jeux Olympiques. Alors moi, je suis ça... C'est un peu le privilège de l'âge. Depuis 25 ans à peu près, la filière bois. J'ai commencé, on a un magazine qui s'appelle Wood Surfer qui suit un peu l'actualité de la construction bois. Il y a 25 ans, c'était une charmante filière artisanale, très attachante. Moi, j'ai trouvé vraiment, je faisais les salons de la Maison Bois d'Angers à l'époque. C'était une période fantastique où les gens venaient arpenter le salon en Birkenstock pour construire leur maison au fond de la forêt et ils rêvaient de nature et de maison bois. Et puis, on l'a vu se transformer pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire une filière structurée, mobilisée depuis l'amont avec toutes les problématiques autour de la fourniture de bois français, de certification, de traçage. Tous ces éléments sont hyper importants pour l'économie. Donc on a vu émerger réellement une filière qui restait malgré tout toujours aussi passionnée qu'elle était à l'origine et qui réalise voilà, des ouvrages qui sont de très beaux ouvrages du XXIe siècle. L'année dernière, on a eu la chance de sortir un livre également pour l'aventure de Notre-Dame, puisqu'on a sorti le livre à taille humaine, l'aventure des charpentiers sans frontières pour Notre-Dame. Et cette année, ce livre sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, un grand merci à la filière qui nous a fait confiance sur l'ensemble de ces ouvrages. Et puis bravo à tous pour ce travail merveilleux. Merci Bernard. Et donc on va passer maintenant au point avec les contributeurs. Donc,
sommes sur le projet de la passerelle qui va franchir l'autoroute A1 entre Dugny et Le Bourget. C'est une conception qui est novatrice puisqu'il y a très peu de ponts en bois de ce type-là en France. C'est une passerelle qui est piétonne. Elle a été réalisée 100% en bois Douglas, 100% français. Nous sommes sur un ouvrage qui fait 100 mètres au total avec 6 tabliers. Une des grandes caractéristiques de cette passerelle, c'est qu'elle enjambe l'intégralité de l'autoroute qui est une 2x4 voies et qui a une portée maximum de 50 mètres, qui est quand même structurellement très important dans un ouvrage en bois. La passerelle reprend un concept qui est un petit peu particulier, qui consiste à recréer des très grosses sections en bois lamellé-collé, qui permettent de franchir des portées qui sont quand même très importantes pour une volumétrie qui est assez limitée. Alors oui, c'était à la fois un challenge car c'est un matériau nouveau qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur les chantiers d'ouvrage d'art. Et c'est à la fois une fierté puisque c'est un message fort qu'on envoie. Donc il a fallu mettre des choses en place au niveau des assemblages. On a vraiment fait des assemblages spécifiques pour le levage sur chantier. Les principales difficultés sont les délais, parce que tout est très court, tout est très contraint. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est déjà effectivement à la fois un grand challenge et aussi une fierté de pouvoir montrer un peu notre savoir-faire. Et c'est vraiment l'affaire de tout notre travail d'équipe. La métropole du Grand Paris avait des enjeux environnementaux assez forts et tout naturellement, le bois s'est imposé sur ce projet. Toutes les étapes du projet ont été assez complexes. En fait, c'était un prototype d'un bout à l'autre. On a poussé la construction bois à ses limites. Des charpentes de ce type concave, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Là, ici, vous repoussez un peu les limites de la technique puisque ces caténaires font 90 mètres de long. Vous en avez 273 et elles sont toutes différentes. Le principal défi, ça a été vraiment en phase préparatoire, d'imaginer tous les modes opératoires pour mettre en place rien que les poteaux qui sont effectivement pas verticaux, ils sont penchés. Et après, la mise en place des caténaires, effectivement, imaginer comment on allait mettre ces caténaires en place. Pour les parties qui se raccrochaient au nord et au sud, on était sur 12 caténaires par jour. Et les parties centrales qui sont un peu plus techniques à poser, on était à 10 caténaires par jour. Ça va être un des fleurons des bâtiments pour les Jeux Olympiques. International Broadcast Center. C'est un lieu de télétransmission de l'ensemble des images qui vont être prises pendant les JO, les Jeux Olympiques. Et on va avoir ici le cœur vraiment du système. On va construire des structures, on va construire des studios télé à l'intérieur. Ce chantier servira à faire un plancher de 16 000 m². Ce fameux produit CLT, Cross Laminating Timber, c'est un produit qui est 100% bois. Ce sont des couches de bois qui sont empilées, les unes par rapport aux autres, à chaque fois 90 degrés. Et on a travaillé sur des panneaux de CLT de 80 mm d'épais en 3 plis. Notre bois, il est issu de forêts durables. Il est certifié PEFC et FSC. Donc, c'est des certifications qui valident la provenance et la traçabilité du bois. On sait que l'utilisation du bois va absorber le bilan carbone de notre projet et ainsi nous aider à respecter notre budget carbone final. Les équipes qui ont travaillé sur le projet peuvent être vraiment fières de ce qu'elles ont fait. Tout le monde a su travailler vraiment main dans la main et aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a fait parce que 16 000 m² de panneaux en si peu de temps, c'est très très bien. Alors l'idée ce soir, c'est de poursuivre ce que vous avez vu dans les vidéos, c'est donner un aperçu, alors pas de tous les projets parce qu'ils sont très nombreux, mais de faire une petite promenade dans tous ces ouvrages des Jeux. Vous voyez tous ceux qui ont écrit dans le livre, on a été attentifs à autant de parité que possible, on s'en est pas trop mal sorti. Et on a été aussi très attentifs à ce qu'il y ait une diversité d'intervenants, des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des entreprises. Donc on est plutôt content du résultat. On a un petit panel dans cette première séquence. Donc on a Vincent Louveau qui est directeur de l'aménagement et des grands projets chez Vinci Immobilier, qui nous parlera d'Universen. Laure Mériot et Cécilia Grosse, architectes ensemble du Centre aquatique olympique, respectivement l'agence 234 et Vénouven. Voilà. Et Olivier Cana, concepteur de la passerelle qu'on a vue chez AIA Ingénierie. Alors évidemment, ce soir, c'est quand même le moment de célébrer les réussites. Ça fait quand même plaisir de voir des images comme ça. Et il y a un effet vitrine qu'on recherchait, même à l'international. Il commence à y avoir des articles, donc ça fait plaisir. On ne va pas bouder notre joie.
Mais c'est aussi, comme nous l'a rappelé Antoine Dussouis, quand même le moment de rassembler les expériences pour garder la mémoire et pour que ça serve de tremplin, comme on a utilisé ce mot à un moment. Maintenant, on parle de podium parce qu'on se dit qu'on est arrivé au bout. Alors, la règle pour les intervenants, là, il y a un petit peu moins de la moitié des intervenants du livre à qui on a proposé d'intervenir, c'est qu'ils ont 5 minutes et pas une de plus, parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus. Donc je vous pose chacun une question et vous avez un peu carte blanche pour nous raconter ce que vous avez envie de partager sur vos projets. Donc Vincent, Universen, c'est un projet qui a 10 ans, qui a commencé avant les Jeux. Les Jeux ont été un peu un moteur pour faire sortir ce projet, qui est très dense, 100 000 mètres carrés de logements et de bureaux, c'est vraiment un projet important. Et du coup, la consigne, entre guillemets, de Solideo, c'était le bas carbone et en particulier le bois. Alors comment ce projet a permis de faire évoluer la perception du bois chez Vinci Immobilier et peut-être dans le groupe Vinci plus largement? Alors effectivement, c'était une des consignes de la Solideo parce qu'elles étaient nombreuses. Donc Georges-Henri parlait de la date anniversaire des 5 ans. Et début 2019, tu le disais, notre projet préexistait. Donc c'est le moment où la Solideo a sorti toutes ses ambitions environnementales. Et donc elle nous a demandé beaucoup de choses. Elle nous a demandé en particulier 2 choses. Donc la première, c'était de livrer 125 000 m² de plancher le 29 février 2024. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des épidémies, on ne le savait pas, qu'il y ait une guerre en Ukraine, on ne le savait pas. Et la deuxième chose, c'était que le poids carbone des bâtiments soit moitié moins que ce qu'on faisait de mieux à l'époque. Donc c'est vrai qu'on s'est tourné vers eux, on a demandé si on ne pouvait pas adapter un peu ce deuxième objectif, parce qu'il y a quand même beaucoup de villages olympiques qui n'ont pas été livrés à l'heure, et donc on voyait le premier objectif comme l'objectif majeur pour l'image de tout le monde. Ils nous ont dit non, c'est un objectif non négociable, et c'était une bonne chose avec le recul, parce qu'ils nous ont poussé dans nos retranchements. À l'époque, on avait fait des projets en construction bois, mais des projets évidemment de plus petite taille, pas avec les mêmes enjeux de délai, de manière plus ponctuelle. Et c'était la première fois qu'on se lançait dans une telle massification. Donc ça nous a obligés, je me souviens très bien de cette année 2019, à faire un peu un tour de tout l'écosystème, nous entourer d'architectes spécialisés, de bureaux d'études spécialisés, une société du groupe Vinci qui s'appelle Arbonis. Il y avait même eu un moment fondateur pour l'équipe où on est tous allés, pour les gens qui connaissent, chez Pifto, pour visiter l'usine de CLT en Vendée. Donc on est tous montés en compétences et on a pu assembler autour de nous des sachants, monter toute une équipe projet, et ça nous a permis d'arriver sur une conception où on a mixé le bois, tel que l'a dit Georges-Henri, de manière massive avec du béton bas carbone et ultra bas carbone, parce qu'on a quand même des immeubles qui font tous entre R+7 et R+15, donc il était nécessaire d'avoir ce mix matériaux, mais on a pu atteindre l'objectif chiffré de carbone de 700 kg de CO2 par mètre carré qui était fixé par la Solideo. Voilà, donc ça, on pensait être un petit peu au bout de nos peines, mais on avait un autre enjeu. La Solideo nous a dit va pas falloir s'arrêter là. Il va falloir également faire des ATEX, donc des appréciations techniques d'expérimentation. Donc moi, en tant que généraliste, j'ai découvert qu'à partir d'une certaine hauteur, on ne pouvait pas mettre sur une façade bois tous les types de parements. Donc c'était un peu regrettable parce que, je ne sais pas s'il y a des images du projet derrière nous, mais un des axes fondamentaux de notre projet d'un point de vue urbanistique, c'est la halle Maxwell qui fait 200 mètres de long. Donc en face de la halle Maxwell, on a le secteur A, où on a des bâtiments avec 200 mètres de linéaire. Donc on ne pouvait pas, sur 200 mètres de linéaire, ne pas avoir une diversité de parements, ne pas avoir une diversité architecturale. Ça aurait été frustrant de partir sur un ou le seul type de matériau qui était possible. Et donc là encore, forcément, je ne vais pas vous mentir, avec des enjeux de délai aussi forts, un ATEX des opérateurs comme nous en première approche, ça nous fait un petit peu peur. Mais on a été accompagné par le CSTV, par la Solideo, et on a pu mettre de la terre cuite, mettre du bardage métallique, mettre de l'isolant extérieur avec enduit, tous ces matériaux qui sont naturellement posés sur le béton, et pour une question qui m'interpelle encore, et n'étaient pas autorisés dans la réglementation à être posés sur du bois. Donc en conclusion, Marie, tu m'arrêtes si je dépasse les 5 minutes, en conclusion, on a appris plein de choses.
Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'au-delà de l'apprentissage technique, la montée en compétence de toutes nos équipes, le fait que maintenant on sache comment s'entourer pour faire de la construction bois, ça a beaucoup démythifié ou démystifié la construction bois chez nous, parce qu'à partir du moment où on a fait une opération de cette taille-là, aussi emblématique, avec tant d'enjeux en termes de délai et une telle masse, on sait qu'on peut le faire sur n'importe quel type d'opération en France, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa hauteur, quelles que soient les difficultés. Et donc, voilà, ça a d'une certaine manière fait sauter un verrou psychologique chez nous. Merci beaucoup. Vous avez des photos derrière du fameux bâtiment A, dont on voit la façade la plus haute et la halle Maxwell derrière. On ne voit pas toute la halle, mais la halle fait 200 mètres. Donc tout le secteur A qui est en face de cette halle a fait notamment l'objet de tous ces ATEX. Merci. Alors on passe au centre aquatique olympique. Bon, évidemment, c'est l'ouvrage le plus emblématique pour les Jeux, on peut le dire. C'est absolument magnifique. C'est en face du Stade de France. Ça va accueillir des épreuves, notamment de plongeon. Vous avez peut-être lu les articles des athlètes qui s'entraînent là. Et puis après, ce sera un équipement de proximité. Finalement, c'est aussi ça qui est génial. Alors, mesdames les architectes, vous avez conçu cet ouvrage. Comment votre regard sur le bois a changé, peut-être, avec cette expérience ? Pour compléter, l'avantage du bois, au-delà de ses capacités techniques, c'est toute sa finesse, en fin de compte, c'est toute sa douceur. Il y a quelque chose d'assez universel quand on voit un bâtiment en bois, quand on le sent. Et c'est vraiment quelque chose qu'on découvre maintenant que beaucoup de visiteurs sont passés, avant d'attendre le côté inauguration pour le grand public qui sera en juin 2025. C'est vraiment ce côté de bien sentir dans toute la chaleur du bois, vu qu'en plus d'être un matériau fantastique structurellement, c'est aussi un matériau qui n'a pas besoin de finition dans notre cas, donc on le voit. Donc il fait vraiment l'architecture du lieu et il accueille, et on le sent même. Donc on sent plus le bois que le chlore, pour l'instant. Non, je plaisante. Et non, mais c'est vraiment quelque chose en plus à cette dimension, comme tu disais, Laure, où tout est possible. En fin de compte, on est au début, on réinvente, enfin on a toujours construit avec du bois, donc on ne réinvente rien, mais on a des nouveaux outils aujourd'hui qui nous permettent d'être plus intelligents dans nos procédés de construction. La toiture, on l'a fait avec des outils de conception paramétrique, donc oui, chaque catène est différente, mais elles ont quand même le même diamètre, il y a quand même une certaine efficacité dans la façon dont on les a construites, et je pense qu'il faut inviter tout le monde de la construction à découvrir ces nouveaux outils qu'on a avec ce matériau noble qu'on a toujours eu et à savoir réinventer un futur tous ensemble, plus décarboné, mais aussi beau et harmonieux, parce qu'on a besoin de ça pour vivre. Merci. Super, merci beaucoup.
merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Olivier Canara, je suis ingénieur, directeur du projet de la passerelle et je dirige l'agence DAIA Ingénierie à Lyon. Alors nous, le bois, pourquoi le bois? Parce qu'avec Yves Pagès d'Exploration Architecture, on était convaincus déjà de l'intérêt structurel. Et puis on aime bien les ouvrages d'art, donc on s'est lancé dans cette réponse à appel d'offres en conception-réalisation qui était lancée par la Solideo. Et finalement, le plus grand défi, c'était d'oser. Donc je remercie la Solideo de nous avoir fait confiance, parce que quand on arrive avec un groupement où on dit on va vous faire une passerelle en bois, quand il n'y a pas eu de référence existante de cette nature, l'idée c'est déjà d'y croire, surtout qu'en plus il y avait tous les majors, on n'était pas avec une major, et je remercie encore Colas et Simonin d'avoir accepté de faire ce groupement avec nous. Et donc le premier défi, c'était d'oser, avec un cahier des charges qui était assez ambitieux, parce qu'on franchissait une autoroute, en plus pas une petite, c'était la 1 quand même, et on nous imposait dans le cahier des charges une stabilité au feu de 2 heures. Voilà, ce qui est quand même, déjà pour un bâtiment, c'est énorme. Pour un ouvrage d'art, on peut se poser la question, surtout que la première caserne d'intervention des pompiers est à moins d'1/4 d'heure, mais c'était 2 heures, donc par définition, le bois, ça brûle. Et donc dans l'inconscient, ou dans le collectif en tout cas, c'était déjà aussi un défi en soi pour répondre à cette contrainte. Donc on a répondu à cette contrainte avec le CERIB, donc ça a permis de rassurer aussi tout le monde par rapport à ça. Et donc le bois a montré qu'il savait franchir, qu'il savait résister au feu, et qu'on savait le construire sur des grandes portées. Voilà, c'était un peu les défis majeurs. Et moi, je pense que je remercie là, tous les acteurs de la démarche pour le FIBois, parce que je pense qu'à travers tous ces projets-là, finalement, on a montré que le bois était devenu une industrie de pointe, et qu'on était passé à l'heure de l'industrialisation, aussi bien avec le bois que d'autres matériaux. Donc on est sorti, je pense, de l'image de l'artisan local, et qu'on est venu créer une vraie filière industrialisée avec des outils numériques de grande qualité. Vous avez vu les images là de toute la filière Arbonix, etc. Simonin aussi a un outil industriel incroyable. Donc voilà, j'espère que la démonstration ne va pas s'arrêter là, et qu'on va poursuivre le sujet. Et je pense notamment à toute la filière biosourcée qui maintenant doit aussi accompagner le développement du bois, parce que les deux se marient très bien et on y croit beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Voilà, on accueille Florence Charine-Noailles, directrice des grands projets Île-de-France, qui a dirigé le projet Quinconce sur le village des athlètes pour ECAD Immobilier. Éric Dibling, dirigeant fondateur d'Ingénéco, responsable du club des industriels et qui a été notre monsieur innovation pour la filière bois pendant toute cette aventure. Et Julien Méa, directeur général de Méa Construction Bois, qui a livré le groupe scolaire du Bourget. Donc cette séquence, on voulait parler aussi des métiers et de l'innovation. C'est des sujets qui ont été très importants pour France Bois 2024. Les métiers, dans l'idée que les jeux servent à l'ensemble des acteurs de la construction à progresser sur les techniques, les entreprises de la filière bois, à monter en puissance, mais aussi, peut-être surtout, des entreprises qui ne savaient pas faire du bois, les maîtres d'ouvrage qui n'avaient jamais construit en bois, ou les concepteurs de la même manière, et qui apprennent à faire avec ce matériau. Donc on a fait, France Bois 2024, on a diffusé, fabriqué plein de documents pour essayer d'accompagner ce mouvement. Donc ça, c'est plutôt la partie massification, banalisation de la construction bois. Et évidemment, ça va aussi avec l'innovation, c'est-à-dire développer des techniques nouvelles. C'est deux mouvements qui vont de front. Eric pourra nous reparler peut-être un peu plus d'innovation. Mais je donne d'abord la parole à Florence. Donc, le projet Quinconce, c'est un des lots du village des athlètes qu'on va voir. On ne voit pas complètement tout, mais c'est le projet qui est sur la gauche là, de la grande esplanade. C'est quasiment 50 000 m² de logements et de bureaux. Vous avez employé le bois en masse. On voit une photo du chantier. Il y en a presque 4 000 m3.
C'est quasiment plus visible hein, aujourd'hui, comme beaucoup d'endroits du village olympique. On voit quand même les menuiseries et pas mal de bois dans les espaces extérieurs aussi. C'est très beau. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet par rapport à la construction bois? Quelle fierté pour ICAD d'avoir livré les quinconces? Effectivement, une très grande fierté, comme tu le disais Marie, quand on est arrivé sur ce projet en tant que, j'allais dire, simple promoteur. Construire en bois, c'était pas une évidence. C'était pas une évidence non plus pour nos entreprises et pour l'ensemble des acteurs qui étaient avec nous. Donc en fait, on a appris en marchant sur cette opération et grâce à vous tous, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier tous, et notamment Eric à côté de moi qui m'a beaucoup aidé. Donc nous, sur le village des athlètes, on est de l'autre côté de Vinci par rapport à la Cité du cinéma. Donc c'est vrai qu'on a, entre guillemets, un petit secteur qui fait 52 000 m². C'est 12 bâtiments de logement et un bâtiment de bureau. Et sur ces 12 bâtiments de logement, la moitié sont en structure bois, poteau, poutre, plancher bois. Et les 6 autres et l'immeuble de bureau sont en structure béton bas carbone et l'ensemble façade ossature bois. Donc ça nous a permis d'atteindre l'objectif carbone fixé par la Solideo, hein, le même que celui de Vinci. On est à 700 kg de CO2 par mètre carré. Et effectivement, on a défriché tout un tas de sujets, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'était le parcours du combattant, parce que ce ne serait pas le bon terme, en tous les cas un parcours d'obstacles. Et finalement, à chaque obstacle, l'opportunité de le surmonter et de faire progresser la filière. Et parce que l'ensemble des acteurs se sont réunis à chaque fois autour de nous pour nous aider. Donc ça a commencé par les ATEX de façade, hein, on était tous ensemble, je me souviens très bien de cette réunion chez Dominique Perrault, tous les architectes, tous les promoteurs et la Solideo. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre les matériaux de façade qu'on avait promis dans nos images à concours, parce que sur ces hauteurs-là, sur les FOB, ça n'existait pas. Et donc, voilà, on a dû travailler tous ensemble pour rédiger des guides de conception et finalement obtenir tous ces ATEX de façade. Et puis nous, on a été confrontés à un autre obstacle. Alors, on était les seuls sur le village à avoir des planchers bois. Et on s'est retrouvés, donc je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez révélatrice de comment on a fait avancer la filière. Il fallait qu'on intègre le cahier des charges de Paris 2024 avec l'accessibilité universelle, puisque vous savez qu'on accueille les athlètes paralympiques et que pour un athlète paralympique, comme pour toute personne porteuse de handicap, c'est très important de pouvoir accéder dans sa douche sans ressaut, donc de ne pas avoir cette marche pour monter dans la douche. Sauf qu'en fait, sur plancher bois, on ne savait pas encastrer un bac à douche sur nos planchers bois. Et donc, on s'est retrouvé devant cet obstacle au sens premier du terme, avec une Solideo, un Paris 2024 qui ne nous croyait pas vraiment, en disant « mais si, mais allez-y, vous allez y arriver ». Et nous, on disait « non, non ». Donc, soit on repassait en béton et du coup, on n'était plus dans les objectifs du bois. Et soit, finalement, la solution qu'on a retenue, c'était d'aller déposer un ATEX. Alors que le chantier avait démarré, et c'est là aussi le challenge de cette opération, puisque notre principal, moi je trouve que c'est un ami plutôt qu'un ennemi, c'est le temps, et qui a fait qu'à chaque problème, il fallait trouver une solution, mais rapidement. Et donc typiquement sur ces ATEX de douche, on a dû aller vite puisque le chantier démarrait, et en même temps, il fallait qu'on ait les autorisations pour avoir finalement ces douches qu'on a appelées douches à la française, puisqu'en fait c'est comme des douches à l'italienne, mais sur plancher bois, ça n'existait pas. Et pour le symbole, on est même allé porter cette innovation, puisqu'on a considéré que c'était une innovation devant le comité innovation de la Solideo. Et on a dû convaincre que oui, c'était une innovation et que ça allait faire progresser la filière. Voilà, donc on est assez fiers de s'être accrochés sur ce sujet-là pour pouvoir le développer. Voilà, donc avant tout une aventure humaine, et je trouve qu'on le voit bien dans vos vidéos qui sont très bien faites, c'est qu'en fait on a un problème technique, mais c'est pas grave, enfin, moi j'ai pas un profil technique, c'est parce qu'en fait on va aller s'entourer des bonnes personnes et que collectivement on va franchir les obstacles, on sait qu'on va y arriver, et cette aventure JO a permis de rendre cela possible. Merci beaucoup Florence. Alors ça fait une bonne transition pour Eric qui a accompagné toutes les ATEX sur le village, et aussi donc un mot quand même sur le club des industriels que la filière avait mis en place, mais qui a été officiellement lancé en septembre 2019, justement pour faire progresser tout ce qu'on peut faire sur support bois, qui n'est pas aussi étendu que ce qu'on peut faire sur support béton. Oui. Alors, il y a tant à dire, en fait. Vraiment, j'essaye de rassembler un peu mes idées pour vous transmettre les idées forces, peut-être à l'appui de ce qui a été dit par Florence à l'instant. En fait, les sujets dont Florence a parlé sont des sujets a priori peu innovants, en fait. Mettre un revêtement extérieur, quelle que soit sa nature, sur un support bois, n'a rien de véritablement révolutionnaire. De même, placer une douche serait-elle accessible, n'a rien non plus de révolutionnaire, y compris sur un support bois. Alors, quelle est
quelles ont été exactement les difficultés et les défis auxquels nous nous sommes confrontés. Eh bien, ces défis étaient finalement de faire reconnaître ces applications, enfin, dans une espèce de corpus qu'on appelle le corpus des techniques courantes. Et si vous voulez, pour beaucoup d'entre vous qui êtes des innovateurs dans leur ADN, il y a peut-être une difficulté à peut-être vous arrêter sur un élément qui est assez important, c'est que pour qu'un procédé puisse être vraiment utilisé de façon industrielle et de façon massive, il est nécessaire que ce procédé soit reconnu par le monde assurantiel et par le monde du contrôle dans une catégorie qui s'appelle la technique courante. Et pour ce faire, il est nécessaire d'apporter un certain nombre d'éléments de preuve, d'éléments de justification, et à vrai dire, au-delà de 28 mètres par exemple, il n'existait pas de référentiel technique qui permettait de poser un certain nombre de revêtements extérieurs, pour ainsi dire la plupart, voire la totalité, sur support en façade à ossature bois non porteuse. Idem sur des procédés porteurs en fait. Et vraiment, le travail qui a été réalisé est un travail de pédagogie, de forte pédagogie et aussi, d'une certaine façon, un travail œcuménique, excusez-moi d'employer ce terme, mais qui était un travail finalement de rejoindre en fait les acteurs là où ils étaient, y compris des acteurs qui ne sont pas issus nécessairement de la filière construction bois, mais qui sont sollicités pour des grandes opérations telles que celle-ci. Et donc, nous avons, et assez modestement, avec le CSTB, avec le FCBA, je vois Rodolphe aussi qui nous a beaucoup aidé auprès de tous les acteurs, pour essayer d'expliquer, essayer d'amener, essayer d'emporter un certain nombre de concepts pour que ces procédés puissent être enfin reconnus en technique courante. Et on a tracé une voie permettant de le faire, effectivement. Et de cette façon-là, de générer des outils structurants pour que les industriels puissent tout simplement investir dans des outils de production en ayant une visibilité de plusieurs milliers de mètres carrés, à la fois à l'échelle des JO, mais bien au-delà ensuite. Merci beaucoup, Eric. Dernier sujet, alors on sort peut-être un petit peu de l'innovation. Les groupes scolaires, on a l'impression que c'est plus classique en construction bois, mais Julien, tu nous diras peut-être le contraire. C'est un projet pour expliquer pourquoi des écoles dans les JO, tout le monde ne comprend pas forcément pourquoi. Ça fait partie de l'héritage, c'est-à-dire que c'est des écoles qui serviront aux nouveaux habitants des quartiers construits en partie pour le cluster des médias, qui dans la phase jeu accueillera les journalistes. Donc ces écoles, elles sont en fonction depuis la rentrée dernière, si je ne dis pas de... Depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023. Et c'est un projet qui a été mené en groupement de conception-construction avec Mètre Cube, en entreprise générale. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager ce soir, Alors c'est ça, c'est pas forcément une innovation en tant que telle, puisque ça reste 2 groupes scolaires, même si c'était 2 groupes scolaires construits en 18 mois. Donc c'est réalisé donc, par une entreprise générale bois, donc une entreprise générale créée par des charpentiers qui s'appelle Mètre Cube. Et donc, du coup, c'est le charpentier du coup, qui gère le chantier et les autres sous-traitants, à la différence de nos amis béton. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est qu'on a aussi notre part à dire dans la construction. On veut mettre le plus de bois possible, en tout cas être sûr que le projet à la fin se réalise en bois. Donc c'est un projet donc, en conception, réalisation, maintenance. Donc on fait aussi la maintenance, puisque c'est un projet qui était demandé passif, E3C1. Et donc on a bien sûr réalisé ces objectifs. Donc on a les 2 groupes scolaires qui sont certifiés Passive House. Et on a mis du bois du rez-de-chaussée jusqu'au R+2, cage d'ascenseur en CLT bien sûr. Et on a surtout maximisé le volume de bois. Donc on a mis 1700 m3 de bois sur une surface de plancher de 7000 m², 7000 m² de caissons de plancher isolés en laine de bois, donc ça représente en tout un volume de 3200 m3 de laine de bois, donc un gros volume de biosourcé.
Et donc les groupes scolaires en tant que tels, la construction de la partie bois a duré 12 mois et les chantiers globaux 18 mois. Donc c'est le premier projet héritage livré en décembre 2022, donc du coup avec la rentrée en janvier 2023, qui a permis après à la Solideo de réaménager le parc du Bourget pour aussi offrir une nouvelle école, parce qu'il y avait une école vétuste au parc. Donc on a créé une école pour remplacer une autre et aussi pour répondre à la poussée démographique de la ville du Bourget. Merci beaucoup à tous les trois. On passe à la dernière séquence. Donc Antoine du Switch et Georges-Henri nous rejoignent et on accueille Pierre Matisse. Bonsoir, dont on n'a pas la photo puisque c'est Franck Matisse qui devrait être là, mais qui s'excuse. Bienvenue. Et donc là, on va remonter un peu à la source parce qu'on a beaucoup parlé de construction, mais on n'a pas beaucoup parlé de la matière et de la forêt. On va en parler à travers deux sujets, la traçabilité, la provenance des bois et le carbone dont on a déjà un petit peu parlé. Alors Antoine, tu nous en as parlé tout à l'heure, la barre était haute sur le carbone, c'était dans la candidature de Paris pour les Jeux, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur vos ambitions environnementales un peu plus larges. Oui, et puis préciser pourquoi finalement on est heureux aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un satisfecit de BA ou est-ce que ça correspond à quelque chose? Alors, il faut revenir sur les ordres de grandeur. Donc, les ouvrages olympiques, c'est 70 ouvrages pérennes. C'est conséquent. Mais pour nous, l'héritage immatériel, ce qu'on en retire pour la construction, c'est encore plus important. On a réussi à livrer tous ces ouvrages dans les temps, dans les budgets. Alors c'était notre antienne depuis le début, donc vous allez dire normal. Bon, on est le premier pays organisateur à avoir su faire ça depuis l'histoire récente des Jeux. Et on a fait bien plus, puisque, on l'a dit, on avait défini des ambitions en 2018, des ambitions atteignables, mais ambitieuses. Avec d'ailleurs France Bois 2024, on avait travaillé sur les sujets du carbone et du bois pour se dire qu'est-ce qu'on sait faire, pas qu'est-ce qu'on va faire facilement. Et on a voulu faire de ces ouvrages véritablement une réelle vitrine de l'excellence française sur l'art de bâtir au XXIe siècle. Alors pour ça, on a alloué un budget carbone à tous les ouvrages. On a parlé beaucoup de carbone construction produit. Le budget qu'on a donné, on a toujours essayé, nous, de poser au même niveau la construction et l'exploitation du bâtiment. Et on a demandé des calculs sur un cycle de vie de 50 ans qui comprenait aussi l'énergie. Et ensuite, et ça c'est sans doute nouveau, et d'ailleurs on était les seuls à pouvoir le faire par rapport aux autres Olympiades parce qu'on avait des outils que les autres n'avaient pas, on a réellement compté le carbone à toutes les étapes de conception et à toutes les étapes de la construction, du terrassement au poids carbone des bétons, aux équipements intérieurs. Et aujourd'hui, l'ensemble des maîtres d'ouvrage rassemblent des bilans carbone qui sont complets, qui sont audités par nous, et qui garantissent le fait que le carbone, ça n'a pas été simplement un sujet pour concevoir les lignes, les grandes orientations architecturales des projets, mais jusqu'au bout des projets. Et donc, en ce sens, avec la conception des ouvrages et la réalisation, on considère que la réalisation des ouvrages olympiques a été véritablement un temps fort pour les filières de la construction pour avancer vers la ville bas carbone. On l'a dit, on a parlé de diminution par 2 du carbone pour le village des athlètes. En ce moment, on dit 47%. En réalité, on est en train d'auditer et on aura fini sans doute autour du mois de septembre à dire exactement quel est le chiffre. Et cette diminution par 2, elle a été atteinte par plusieurs facteurs, mais notamment le fait qu'on a su
défendre une approche un peu systémique des modes constructifs, avec des systèmes plancher-poteau-poutre généralisés, avec d'ailleurs en bois pour les bâtiments, pour la plupart des bâtiments de moins de 28 mètres. On a su aussi généraliser les façades ossature bois. Les moments d'ATEX et d'incertitude qui ont été évoqués étaient quand même des moments importants. On était en Covid, on était tous derrière nos ordinateurs. Enfin, tu as parlé de la première réunion où on était là, mais enfin après, on n'était plus là. Et il fallait absolument qu'on atterrisse sur des guides puis des ATEX pour accompagner les actes de vente. Et donc on avait exactement un an entre la signature entre le concours puis les promesses de vente et ensuite les actes de vente pour régler toutes ces questions-là. Évidemment, on s'est appuyé sur des travaux qui étaient déjà avancés, mais en très peu de temps, on a défini quels étaient les essais à réaliser, les études à conduire, les documents à produire pour que véritablement on ait sur ces sujets-là un guide capable d'accompagner, des guides capables d'accompagner les constructeurs et ensuite les 15 ATEX. Sur le volet exploitation, j'y reviens pas, mais le fait de livrer 300 000 m² nous a permis de trouver un modèle économique pour un réseau de chaleur et de froid, donc réversible, qui est aussi une des solutions du problème. Et donc cette diminution du bilan carbone, elle s'est faite sans subvention publique. Et c'est ça qui en fait la valeur aussi, sur un ensemble de bâtiments avec des architectures variées, et en première couronne parisienne, enfin à Saint-Ouen et à Saint-Denis. C'est donc la preuve que la filière française de la construction, et donc tous, architectes, bureaux d'études, promoteurs, constructeurs, filière bois, l'ensemble des secteurs sont aujourd'hui prêts à atteindre, avec 10 ans d'avance, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Peut-être j'insiste aussi sur le fait que ce village est déjà adapté au climat de 2050. Et ça s'ajoute sur la base d'une modélisation par Météo France et avec des critères de confort, donc pas plus de 28 degrés 160 heures par an sur l'année standard de 2050. On atteint cette performance-là pour en gros toutes les pièces, 98% des pièces, et ça c'est plein de facteurs, mais c'est notamment l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air, les protections solaires, la ventilation naturelle. Et en réalité, derrière tous ces facteurs, des enjeux pour les constructeurs, pour les façades, pour les architectes, tout ça traité de façon systémique et avec des acteurs qui ont su y répondre. Donc, voilà, je m'arrête. Le livre de France Bois 2024, à travers les témoignages, illustre tout à fait la façon dont les acteurs ont répondu à ces enjeux. Et voilà, je ne saurais que trop vous en recommander la lecture. Merci beaucoup, Antoine. Tu as donné tout à l'heure les objectifs qui avaient été fixés en termes de provenance des bois et de traçabilité ont déjà été donnés. Je les rappelle, avant de donner la parole à Georges-Henri. Donc, c'était 100% de bois issus de forêts gérées durablement avec les labels PEFC ou FSC et 30% de bois d'origine et transformé en France, et la filière qui souhaitait que ce soit plutôt 50%. Je donne les résultats. On est, sur l'ensemble des ouvrages, on est à 45% de bois français, donc bien au-dessus de l'objectif de 30%, et sur le village olympique, c'est 65%. Donc c'est vraiment une belle réussite. Alors il y a sans doute un effet jeu, c'est sans doute pas transposable à tous les chantiers tout de suite, mais ça dit quand même quelque chose du mouvement. Donc, Georges-Henri, tu vas nous rappeler les enjeux de la traçabilité et ce que modestement France Bois 2024 a essayé de faire pour contribuer à ce mouvement. Merci Marie. Et je voudrais en introduction parler de quelqu'un qui était modeste, Julien, qui a dit que son entreprise avait travaillé pour les Jeux. Il faut aussi dire que l'entreprise MEA vient de se voir lauréate du prix du trophée de l'Académie d'agriculture de France Lanly, qui lui sera remis
au Forum Bois Construction, et justement parce que c'est une entreprise de charpente et qui a axé sa stratégie sur le bois français. Les chiffres que vous annoncez actuellement sont impressionnants, parce que j'ai vu le dossier, 82%, ça paraît énorme, mais on voit que ça, c'est une évolution. Et au-delà de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, je crois que je le disais tout à l'heure, on a vu cette évolution se faire. Alors pourquoi est-ce qu'on avait souhaité 50%? Alors ça faisait partie du challenge ou du cahier des charges que nous avait fixé le comité stratégique de filière, puisque réaliser des bâtiments exemplaires et avec 50% de bois français, c'est l'un des deux projets structurants de votre précédent contrat stratégique de filière, puisque nous avons le président du CSF et son délégué général Jean-Luc qui est à côté de lui. Et donc vous voyez qu'on y est presque globalement sur les JO et que dans le village olympique, on l'a dépassé. Alors pourquoi est-ce qu'on avait mis 50%? C'était le verre à moitié plein. On préférait montrer que c'était quelque chose qui était quand même en bonne voie. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, compte tenu des engagements que prennent un certain nombre de professionnels et de constructeurs, cet axe, il est arrêté. Alors, on a aussi cette nécessité. Alors, on a tendance à dire en France que on fait de la gestion de forêt durable depuis Philippe le Bel, depuis que des ordonnances ont été faites sur les eaux et forêts. Ça remonte au XIIIe siècle. Et donc, on avait compris que la forêt, c'est à la fois un revenu et c'est un capital, et qu'on ne pouvait pas manger le capital, sinon, après ça, la forêt n'avait plus ce revenu qu'elle lui proposait. Et on sait de nos jours que ce capital, c'est aussi de la biodiversité, c'est aussi de la protection de l'environnement. Donc ces idées-là existent dans nos pays. Mais par contre, elles n'existent pas partout. Et donc, ont été créées en France, PEFC, au niveau international FSC, qui atteste de la gestion durable des forêts. Et il avait été fixé comme objectif par la Solideo, par Paris 2024, que ce soit 100%. Et puis, on voulait essayer de suivre ce pourcentage de bois français. Alors, nous aurions aimé expérimenter complètement ce que nous avons appelé France Bois Traçabilité, qui consiste à mettre en place dans notre filière un système de traçabilité. Ce n'est pas évident, ça prend des mois, des années. Ça a été le cas dans l'agroalimentaire, c'est le cas dans la pharmacie. De plus en plus, ce sont des choses qui existent. Il y a des outils de technologie numérique actuellement avec les blockchains qui le permettent. Bon, nous n'avons pas pu globalement le mettre en œuvre sur un projet, mais il y a eu des projets qui font l'objet globalement d'un suivi, mais pas forcément sur ce que nous avions lancé. Et donc c'est un peu un héritage que nous laissons à la filière. Alors actuellement, au niveau européen, nous avons un règlement, le règlement de déforestation pour l'Europe, et nous allons être contraints de progressivement, pour avoir attesté que nous ne participons pas à la déforestation. En France, on n'exploite que 60% de l'accroissement de la forêt, donc il n'y a pas de déforestation. Mais il sera demandé que ça puisse être prouvé. Donc ces éléments que travaille notre filière, à la fois dans les délais de mise en œuvre et sur l'aspect pratique, c'est quelque chose que nous sommes en train de préparer de façon à ce que les consommateurs, il y en a dans la salle, les entreprises, les constructeurs puissent avoir cette sécurité dans le futur. Voilà, donc c'est un des legs que nous faisons. Ce n'est pas le seul leg et le seul héritage de France Bois 2024, mais en tout cas, nous avons commencé à faire les embryons de ce que pourrait être France Bois Traçabilité. Voilà, et je crois que tu vas passer la parole, mais je vais me permettre de dire que je suis heureux que Pierre Maty soit avec nous pour un vieux forestier fonctionnaire blanchi sous le harnais. Ça fait plaisir de voir la troisième génération, puisque j'ai connu ton grand-père Paul-Henri, qui nous a quittés en 2022. On connaît ton père, et ça nous fait plaisir de voir dans cette filière, il y a de la tradition, et qu'il y a des jeunes qui sont en train de prendre notre relève. Donc, je te laisse l'introduire, mais je voulais dire ça pour Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est très content d'accueillir l'entreprise Mathys aussi ce soir. La façon dont Franck a parlé des projets que vous avez menés dans le cadre des Jeux, c'est le pentathlon du bois, parce que la liste est quand même impressionnante. Vous avez construit l'Arena, dont on voit des catènes là en atelier à gauche, le Grand Palais éphémère. Il ne faut pas que j'en oublie. J'ai dit quoi? L'Arena? Non, c'est le CAO. Le CAO, le Grand Palais éphémère. L'Arena à la porte de la Chapelle. La réhabilitation de la piscine Georges Valeret. Le 5e,
village olympique. Le village olympique, et il y en avait même un 6e, puisqu'il y a le siège du comité d'organisation des Jeux olympiques qui avait été livré un petit peu avant. Donc, bravo. On voulait vous questionner ce soir sur aussi la façon dont ces projets, impressionnants par leur diversité, ont été aussi menés dans un moment où l'entreprise s'engage sur la provenance des bois et notamment du bois français. Écoutez, merci en tout cas pour ces petits mots. Oui, donc effectivement, on a fait un peu plus qu'un pentathlon sur les Jeux Olympiques. L'engagement de la société Matisse sur le bois français, il est un peu antérieur à la période, on va dire, de préparation des JO, parce que déjà sur les projets des tribunes du stade de Furiani en Corse et du siège du FCBA, on était déjà monté sur des quantités de bois de France, enfin de bois français assez élevées, de l'ordre de 25 à 30% déjà. Donc, c'est des projets qui remontent il y a plus de 10 ans. Et on a souligné là, effectivement le siège du comité des Jeux Olympiques, Pulse, qui était construit avec Bateg en 2017-2018, je crois, où on était aussi sous cette optique-là. Donc 30% de bois français effectivement sur les opérations que vous avez citées. On était en 2020 à peu près sur l'intégralité de nos projets dans cet ordre de grandeur-là. À fin 2023, selon les derniers décomptes qu'on a fait, on était à plus de 50%. Et l'objectif, c'est de continuer sur cette lignée pour atteindre le 100% d'ici quelques années très, très proches. Alors il y a eu... c'est une politique vraiment volontariste de notre part de développer le bois de France maintenant avec l'aide du label qu'on a depuis maintenant 2 ans presque. Pourquoi ? Parce que même si on l'a noté, la ressource en elle-même n'est pas vraiment un problème. Le sujet se situait plutôt au niveau de la première transformation, d'avoir les capacités de nous fournir, puisqu'on était, nous, face à 3 problématiques vis-à-vis de nos approvisionnements qui étaient celles des plans de sciage des grumes qui ne correspondaient pas toujours à nos besoins et au calibrage de nos machines pour obtenir des lamelles, on va dire, de bonne capacité en C24 pour les techniciens. On avait des sujets aussi liés surtout aux contraintes de délai. Pourquoi ? Parce que nous, on signe des marchés avec des pénalités de retard qui sont assez fortes et qu'on ne peut pas forcément appliquer à nos fournisseurs de la même sorte. Donc on a dû aller voir très en amont nos fournisseurs pour être sûr d'être livrés en temps et en heure, et notamment dans la période assez compliquée de l'année 2021 où les prix ont flambé et où les sujets d'approvisionnement ont été quand même difficiles à gérer. Donc il y a eu vraiment un gros travail en amont avec nos partenaires scieurs. Et il y avait un troisième point, excusez-moi, je vérifie mes petites notes. Et troisième point qui était aussi celui du séchage, je l'oubliais, où on n'avait pas toujours la possibilité d'obtenir des bois séchés, des lamelles en tout cas séchées. Donc chez nous, ça a suscité aussi des réorganisations sur notre site en Alsace pour s'assurer de volumes assez conséquents pour pouvoir sécher les bois et les faire sécher aussi chez nos partenaires scieurs. Donc ça, c'est vraiment sur les contraintes qu'on a dû anticiper pour faire face donc au pic d'activité des JO. Et puis après, d'un point de vue un peu plus, on va dire, administratif, formel, donc nous, on est certifié Acerbois Glulam depuis de nombreuses années. Donc on a des contraintes de traçabilité sur nos bois, notamment vis-à-vis du PEFC, qui existent depuis longtemps et qu'on a intégré dans notre système qualité depuis de nombreuses années. Donc il y avait tout un sujet d'aller chercher dans nos systèmes informatiques les lots qui étaient issus de bois français pour avoir une traçabilité et faire un décompte précis à la fin. Donc ensuite, avec l'arrivée du label Bois de France, et depuis début 2023, on a un système qui est complètement automatisé maintenant, où on sait pertinemment et de façon très rapide comment sont gérés et approvisionnés les Bois de France et sur quels projets ils sont dirigés. Donc à l'époque, ça se faisait à l'aide de bons de livraison et de factures, fournisseurs, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le système est un peu plus automatisé et nous permet de continuer la montée en charge que j'évoquais il y a quelques minutes. Voilà. Donc dans les grandes lignes, c'est à peu près ça qu'on pouvait mentionner.
Merci beaucoup. C'est précieux d'avoir des éclairages concrets sur comment ça marche, la traçabilité, parce que c'est pas évident. Et c'est une montée en compétences là aussi. On est parfaitement dans le timing. Je remercie tous les intervenants. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de prendre quelques questions, s'il y en a, avant de passer à la table ronde. Bonjour, Laurent Miguet du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Donc la bouteille de l'approvisionnement français est à moitié pleine, ce qui veut dire qu'elle est à moitié vide. Quels sont encore les freins que vous identifiez? Est-ce qu'ils sont plus sur les bois de structure ou de façade ou de parquet? Et est-ce qu'ils sont plus dans la ressource ou dans l'industrie de première et deuxième transformation? Comme je l'ai expliqué aujourd'hui, sur la deuxième transformation, notamment chez les lamellistes, parce que le discours que je vous ai tenu, c'était vraiment lié au bois lamellé collé. J'incluais pas là-dedans tout ce qui était bois CLT, parce que nous, on achète aussi le CLT qu'on pose nous-mêmes, on ne le produit pas, mais qui, si on fait le calcul au global, fait augmenter d'autant la part. Donc, d'un point de vue de la seconde transformation, aujourd'hui, le sujet est plus... on n'est plus vraiment un. C'est plutôt au niveau de la première transformation. Il y a des gros investissements qui ont été menés chez les scieurs pour permettre le développement des capacités en fait, de fourniture sur les lamelles. Et comme on le disait, sur la ressource en elle-même, on prélève 60 millions de cubes de bois sur les 100 millions à peu près de la pousse annuelle. Donc il y a encore un peu de marge, on va dire, vis-à-vis de ça. C'est plutôt au niveau de la première transformation qu'il y a encore on va dire du volume à aller chercher. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve dans nos forêts les bois qui ont les résistances mécaniques en C24, comme tu disais Pierre, jusqu'en C30, avec un certain nombre d'essences. Bon, actuellement, on a cette provenance de bois français. Peut-être que là où on peut progresser, c'est sur le feuillu, puisque nous avons au niveau de nos forêts pas mal de feuillus. Alors, feuillu, c'est aussi bien du peuplier que du chêne. Le chêne de qualité n'a pas de difficulté à se placer au niveau des mérins, au niveau d'un certain nombre d'utilisations plutôt nobles. Mais sur les qualités secondaires de chêne, comme sur le hêtre, il y a effectivement des possibilités d'utiliser en construction. Donc on peut amplifier aussi la part de bois français dans la construction en innovant, et c'est ce à quoi travaille la filière, hein, avec les financements de France Bois Forêt, du Codifab, sous le pilotage du CSF, de façon à ce qu'on ait de plus en plus de bois utilisé dans nos forêts. Et puis peut-être qu'on aura un jour à exporter aussi. On en exporte déjà à la limite des frontières, mais c'est des possibilités qui existent actuellement. Mais on a les qualités en résistance mécanique aussi fortes que du bois scandinave, notamment quand on est un petit peu en altitude. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut lancer la dernière vidéo. Merci. Et on passe à la table ronde. Merci à tous. Le projet du village olympique et paralympique, c'est 330 000 m² de surface de plancher qui seront construits pour la tenue des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, avec un objectif de livraison le 31 décembre 2023 avec réserve et le 29 février 2024 sans réserve. C'est un projet qui a d'abord été conçu pour ce qu'on appelle l'héritage, donc ça veut dire un quartier de ville vivant, durable, avec une mixité de fonctions de bureaux, de logements, d'équipements publics et de commerce en pied d'immeuble pour 2025. Et puis, il a été optimisé pour la phase événementielle pour pouvoir accueillir 14 250 lits pendant cette phase qui accueillera les athlètes du monde entier. Ce chantier est composé de 3 principaux quartiers, on va dire PA, PE, PB. Et nous avons eu la chance, nous, d'avoir la responsabilité de réaliser tous les lots bois de la partie PB, qui comprend plus d'une quinzaine de bâtiments, avec des bâtiments soit structure bois, soit structure bois-béton. Le bois représente 70% des matériaux sur l'îlot PB. On a spécifiquement des socles béton, avec pour certains des bâtiments des édicules qui remontent jusqu'en toiture béton. Pour le reste, on est en
structures poteaux-poutres et essentiellement des FOB, des façades non porteuses. Pour le bâtiment le plus haut, une présence plus forte de béton. Il y a eu plein de défis à relever. Ce projet, c'est un ensemble de défis. Donc le premier défi, c'est le temps, puisqu'on est évidemment contraint dans un planning. Ce qui n'est pas commun sur ce projet par rapport à d'autres grands projets, c'est le fait que tout sorte de terre en même temps. D'habitude, on fait d'abord les bâtiments et puis après, on fait les espaces publics. Donc ça demande une rigueur, une anticipation et un respect de chacun de ces engagements planning qui est indispensable pour que les uns ne mettent pas en retard les autres. La principale innovation sur ce chantier-là, c'est de l'avoir fait. C'est possible. C'est-à-dire que on ne l'avait pas fait jusqu'à présent de construire un village comme ça en 2 ans sur un chantier aussi exigu, avec autant de bâtiments, bas carbone, avec une mixité des matériaux incroyable. Donc je dirais que ça, c'est déjà un point positif énorme et une forme d'innovation. Voilà, merci. On va changer un peu au titre de la parité. C'est moi qui vais animer et c'est toi qui vas être interrogé, chère Marie. Donc je demande, oui, s'il te plaît, Hugues Ravenel de la DIJOP, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, Benjamin Levesque de Paris 2024, Dominique Cotineau de l'UICB et puis un de nos grands présidents de filière, là, mais je te ferai parler tout à l'heure, cher Michel. Voilà, donc on est sur une table ronde sur les bilans et les perspectives, hein, et on va demander à vous tous qui avez participé à cette opération de nous dire un peu qu'est-ce que vous avez retenu de ces 6 années, voire 7 pour certains, cette année de challenge. Et puis on vous laissera à chacun un petit mot pour la fin, court, une phrase disons, pour terminer cette journée. Voilà, alors je vais commencer par l'État, cher Hugues. Et donc, si tu peux nous donner quels ont été les apports des Jeux sur le chemin de la neutralité carbone que vous suivez. Bonjour à tous. Merci Georges-Henri pour cette question. Effectivement, juste un peu avant qu'on ait les Jeux, il y a eu l'accord de Paris, les accords de Paris sur le carbone. Et on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que dans le domaine de la construction, pour plein de raisons, le bois est intéressant vis-à-vis des enjeux climatiques. Évidemment en termes de stockage de carbone, mais aussi en termes d'isolation. Et voilà, c'est un point important. Je ne sais pas si vous suiviez les travaux du secrétariat général à la planification écologique, mais alors la biomasse est un enjeu majeur, mais pas forcément qualitative comme celle dont on parle aujourd'hui, mais c'est important parce que finalement, il faut bien avoir en tête qu'il y aura une concurrence sur l'usage de cette biomasse et que, on l'a vu, il y a des obstacles réglementaires, administratifs à lever pour utiliser le bois et ça a été l'enjeu. Et effectivement, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on a réussi à démontrer que c'était faisable. Et maintenant, au-delà des JO, c'est dans tous les chantiers. Et quelque part, on porte une responsabilité collective ici. Et les ministères auront pour charge de faire en sorte que ces réalisations concrètes, qui ne sont pas toujours des innovations extraordinaires, mais qu'on a démontrées, puissent être mises en œuvre à travers toute la France. Et c'est effectivement comme ça, au-delà des tonnes de carbone stockées dans le village ou des mètres cubes de bois utilisés dans le village, c'est ce que ça pourra avoir comme levier. Et ça, c'est un point important. Les JO, c'est à la fois très important pour eux-mêmes, mais que ce soit sur le bois et sur bien d'autres choses, hein, vous avez sans doute entendu parler des 30 minutes d'exercice physique quotidien, il faut bien voir que la réussite des JO, c'est le nombre de médailles, des choses comme ça, mais c'est aussi la dynamique qu'on aura lancée. Et effectivement, on le voit bien aujourd'hui, l'ouvrage en témoigne, cette dynamique est lancée et c'est une très bonne chose. Voilà,
toute façon, on n'est pas loin non plus de Notre-Dame ici, et effectivement, la filière bois, là, a montré sa réactivité, et la puissance publique est importante dans ces moments-là aussi. Ça permet de démontrer les choses, mais encore une fois, là, on avait une maîtrise d'ouvrage, la Solidéo comme superviseur, il y avait cette mobilisation collective. Maintenant, en fait, quelque part, avec la démonstration qu'on a faite que c'était possible, on doit être capable, pour des maîtrises d'ouvrage qui sont, enfin en tout cas, vous avez des outils qui permettent, enfin vous avez une expérience aujourd'hui, la filière, qui vous permet d'être force de proposition aussi. Et c'est ça, on a cranté un certain nombre de pratiques, et ce qu'il faut, c'est effectivement maintenant que ça se déploie. Voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Merci Hugues, merci à ton patron. Oui, alors le préfet qui ne pouvait pas être là ce soir. Voilà, donc je représente Michel Cadeau, voilà. Qui a une longue histoire avec la filière bois, qui a été et effectivement, moi je suis à la DIJOP depuis 2 ans, mais lui il est là depuis plus longtemps, et effectivement il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Merci en tout cas à vous, merci à l'administration. Nous avons le directeur régional de la forêt, du bois, de l'agriculture et d'autres lieux découverts à Marais-Basse, pas beaucoup dans l'Île-de-France, mais Benjamin Bessin est présent, et on a vraiment été soutenu, que ce soit au niveau du ministère chargé de l'agriculture, même de Bercy qui est intervenu, du ministère qui est chargé de la transition écologique, et donc merci à l'administration. Alors, après ça, on a vu la Solidéo, et maintenant je vais m'adresser à Paris 2024, et à notre cher Benjamin Lévesque. Alors maintenant, les ouvrages sont livrés. On a vu l'enthousiasme de Rodolphe qui parlait dans le film. On dit, on l'a fait. Hotels, peut-être, non, c'est parce qu'il est comme ça qu'il a terminé. Mais donc, est-ce que tu peux nous dire, au-delà de la livraison de ces ouvrages, qui est une prouesse, qu'est-ce qui reste dans la partie événementielle à réussir, et puis comment les Jeux permettront-ils de faire évoluer ces pratiques environnementales? Benjamin. Merci Georges-Henri. Effectivement, on est très heureux de cette collaboration, et très heureux que ça ait démarré il y a 1825 jours, c'est ça, je crois, il y a 5 ans, et là on est à 130 jours, donc il reste assez peu de temps. On a bien fait de démarrer très très tôt sur cette question, et on voit les résultats fantastiques auxquels on est arrivé. Peut-être juste un petit mot avec une vision internationale de la communication, parce que tu en as dit un mot, Marie. La semaine dernière, il y a eu un article dans Bloomberg dans lequel est cité Mister Georges-Henri Florentin, et là, ce dimanche, c'était la une du New York Times, quand même, sur l'engagement de Paris 2024 pour la transformation écologique. Et en fait, on s'est rendu compte, sur l'exemple de la baignabilité de la Seine, que pour qu'en France on se dise c'est pas trop mal peut-être ce qu'on fait, il fallait faire des unes. Voilà, donc on a fait la une du Time avec Saving the Seine, c'était il y a 6 mois, et à partir du moment où à l'étranger les gens disent waouh, quand même c'est assez extraordinaire, en France quelques-uns se disent ouais, c'est peut-être pas si mal. Et donc sur le bois, dans Bloomberg c'est Showcase of Wood Architecture, dans le Times d'hier c'est le CAO et le village qui sont cités avec ce Mostly Wood Frame Building. L'ambition a été rappelée par Hugues. Elle a été posée il y a 7 ans. C'est diviser par 2 les émissions de carbone. C'est accélérer l'économie circulaire. C'est pousser sur la préservation de la biodiversité sur nos 42 sites principaux. Et le bois fait grand chelem là-dessus. Et puis il va surtout ajouter aussi des éléments positifs pour l'expérience athlète et l'expérience des spectateurs. Ça concerne les infras pérennes, évidemment, c'est ce qu'on a largement vu là et ce qui est largement détaillé dans le livre. Et ça a été livré dans les temps, dans le budget et dans des objectifs de performance environnementale très très élevés. Le temporaire, c'est de l'aménagement, et c'est de l'aménagement d'espace pour les spectateurs, et c'est de l'aménagement de zones opérationnelles. Et je salue Laure Marchand, qui est la grande chef de l'architecture temporaire chez Paris 2024, qui est également qui a également une page dans le livre. Pour la partie des espaces spectateurs, peut-être quelques exemples, ça va être les accès, ça va être les kiosques info, ça va être les buvettes des boutiques.
Et la solution classique sur les grands événements ou des jeux précédents, c'est de la tente alu PVC. Et donc là, on a poussé au maximum pour le bois. C'est encore un peu tôt pour présenter tout ça. Et ça ne sera pas au même niveau, je dirais, sur chacun des sites. Mais grâce à France Bois 2024, on est allé chercher des acteurs français qui vont nous aider à mettre des structures bois croisées, à mettre du grid shell, à mettre des structures cubes, à mettre des structures palettes. Il y a eu un exemple sur le site d'Elancourt lors du test event de septembre dernier. On voyait cette belle structure palette qui était l'emplacement de la restauration. Au CAO, on va avoir de l'ordre de 600 mètres carrés d'espace spectateur. Et là, vous allez voir beaucoup de structures bois temporaires. Donc voilà ce qui va se passer pour ces espaces. Après, sur les zones opérationnelles, il y a l'exemple de l'IBC, le centre des médias, qui est le centre où se crée le signal de diffusion pour les jeux. On a vu cet exemple du plancher. Et là, le contrefactuel, c'était une dalle béton. Donc on est content de pouvoir mettre un plancher bois dans ce hall 3. Voilà, juste pour conclure, merci encore à toute la filière et puis à ce travail d'acharné de Georges-Henri et de Marie. On a vu l'ensemble d'obstacles qui ont été franchis. Il y en a un certain nombre qui se sont rajoutés en plus depuis les 5 ans, mais les résultats sont là. Et on ne l'a pas fait pour rien, je pense. On le fait pour la construction, en France et peut-être dans le monde. On l'a fait pour l'événementiel aussi. Là, ça, c'est plus la partie du comité d'organisation. On pense que ça va inciter à d'autres événements à se transformer. Et puis, on l'a fait aussi pour le sport. Et là, un exemple intéressant, on avait un brief sur l'économie circulaire ce matin. Il y a la Fédération internationale de skateboard qui va faire évoluer ses cahiers des charges pour qu'on puisse avoir en structure des bowls, du bois qui va être imposé. Et ça aussi, c'est encore un héritage qu'on pourra raconter d'ici les Jeux. Voilà, merci beaucoup. Merci Benjamin. Je vais donner la parole maintenant à Dominique Cotineau. Dominique Cotineau est le délégué général de l'Union des industries construction bois, donc une grande partie de ce dont on avait besoin. Et donc, on vient de dire, voilà, on est en 2024, on y est. Peut-être qu'on peut s'interroger, et après ça, et en 2030, comment tu vois les choses ? Il est clair que 2030, c'est un point d'étape qui correspond à plusieurs éléments de temporalité. C'est à la fois un cap important dans la stratégie nationale bas carbone, c'est un cap important dans le cadre des exigences de la RE 2020, et puis c'est un cap aussi sur le volet des Jeux Olympiques d'hiver qui devrait revenir en France. Alors si on prend ces différents items, il faut voir que le projet France Bois 2024, il a démarré à une époque où la RE 2020 n'était pas calée telle qu'on la voyait, et où on n'avait pas cette perspective qu'elle donne à ce que le matériau bois devient incontournable dans l'atteinte des objectifs de la RE 2020. Donc on est sur le podium de cette compétition-là, et il faudra qu'on soit aussi sur le podium avec une meilleure place à l'horizon 2030 sur ce point-là. Donc la filière y travaille. Effectivement, l'expérience de France Bois 2024 a permis de montrer que la filière savait répondre. Elle savait répondre en termes de modalités de construction, elle savait répondre en termes de produits, elle savait répondre en termes de délai. Maintenant, il ne faut pas non plus que l'on subisse trop d'injonctions contradictoires. Alors on a une première injonction contradictoire aujourd'hui qui est la vitalité du marché de la construction. On le sait à Thônes, et on sait que un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas encore rompus de façon naturelle à la construction bois devront s'y adapter. Et si le marché est à Thônes, ça ralentit les perspectives de R&D dans la maîtrise d'ouvrage, ça ralentit l'adaptation, et puis c'est continuer à dire, bien avant tout il faut produire, et continuer à produire comme on savait le faire auparavant. Donc ça, c'est un premier volet. Puis ensuite, on a des choses qui planent sur nous, d'injonctions contradictoires qu'on a déjà évoquées dans ce lieu sur un événement qui était propre à Dives-Bois il y a quelques années, qui est le sujet de la réglementation incendie, qui nous préoccupe régulièrement. Il ne faut pas que ce soit contradictoire pour accompagner cet acte de décarbonation, accompagner une réalité économique à la construction bois, et ne pas laisser planer un doute d'un risque qui n'existe pas. Tout en sachant que l'on sait et on peut construire aujourd'hui en toute sécurité avec le bois. Et puis également, cette temporalité de France Bois 2024 a permis aussi à la filière d'accélérer un certain nombre de sujets. On le voit sur le sujet de la traçabilité, on le voit sur le sujet de la montée en puissance de la ressource au bois français, qui est essentielle, et puis qui a aussi permis de mesurer les travaux dont on avait besoin
Je pense notamment aux travaux récents que la filière a financés pour faire travailler Carbone 4 sur la réconciliation des scénarios d'offres et de demandes, avec un outil qui nous permettra de suivre cela aussi dans le temps, et puis de comprendre au travers de cette belle aventure de France Bois 2024 que l'on avait une responsabilité. C'est les éléments de responsabilité sociétale de la filière qui sont débutés et qui seront présentés plus officiellement dans quelques jours. Donc c'est effectivement important parce que on sait que au travers de l'usage du bois, on répond à un certain nombre de besoins des hommes, et puis on contribue aussi de façon positive à accompagner l'inversion du dérèglement climatique. Donc on est essentiel dans tout cela. Et puis pour terminer, je crois que la phrase qui résume bien cela, le fait de notre capacité à faire, c'est ce que disait Rodolphe tout à l'heure. On a montré qu'on l'avait fait, on sait le faire, donc on va continuer. Merci Dominique, effectivement, on est préparé pour agir sur le changement climatique, et puis on a bougé en souveraineté, puisque là on l'a vu sur les pourcentages. Alors voilà, je voudrais maintenant m'adresser à l'un de nos présidents à plume, cher Michel. Tu étais là au début, il était le président de France Bois Forêt, donc le président actuel Jean-Michel est là-bas, il se cache évidemment, il est très modeste, il a laissé la parole à son prédécesseur, c'est très élégant, mais ça me paraît aussi intéressant de te poser la question en disant tu l'as vu se lancer, après tu t'es mis un peu en réserve de la République, enfin si, on a échangé quelques fois, c'est sûr, mais et comment tu as vu tout ça? Est-ce que tu trouves que on aurait peut-être pu mieux faire sur tel ou tel point? Comment un peu de l'extérieur tu as vu cette aventure qu'on vient de retracer? Je peux répondre tout de suite à cette question. Mieux faire, je ne pense pas. Très franchement, avec tout ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est absolument extraordinaire ce que vous avez fait. Alors, simplement, pour rappeler un peu l'histoire, lorsque j'arrive en juin 2018 à la présidence de France Bois Forêt, toute la filière était évidemment convaincue que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constituait forcément une chance incroyable pour cette filière. Alors notre responsabilité à nous, qui essayons d'organiser les choses, c'était de créer une structure légère et efficace, capable de mobiliser toutes les énergies de cette filière pour convaincre l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il a bien été dit qu'il y avait des tas de questions qui se posaient, et plus particulièrement la Solidéo, que notre filière était capable et serait prête pour la construction des immeubles et des ouvrages de cet énorme événement. Et cette structure, nous l'avons créée à l'automne 2018, c'est France Bois 2024. Nous en avons confié la responsabilité à Georges-Henri Florentin, jeune retraité. Tu te souviens? J'ai encore quelques mémoires. Qui a brillamment animé une équipe réduite et mobilisé toutes les organisations de la filière. Le CSF, bien sûr, France Bois Forêt, Adif Bois, les organisations professionnelles de l'amont forestier et de la transformation, et toutes les entreprises de transformation, les scieries bien sûr, mais aussi les entreprises de construction, et bien sûr les centres et supports techniques indispensables. Le financement de cette grosse opération est assuré à parité par France Bois Forêt et le Codifab. Nous pouvions penser arriver en terrain conquis, nous, les représentants de la filière bois. Pourquoi ? Parce que la France voulait organiser les Jeux les plus verts de l'histoire. Facile. Finalement, oui, la preuve est faite ce soir, mais il restait beaucoup d'obstacles à franchir, normal pour des Jeux Olympiques. Construire plus vert que par le passé est évidemment possible, mais pour cela, il faut relever deux défis. Le premier, c'est mobiliser du bois, et du bois français, et le deuxième, c'est mobiliser les entreprises du bois. Alors, pourquoi le bois? C'est bien sûr une certitude que nous partageons tous ici dans ce pavillon de l'Arsenal. Mais cette certitude n'est pas toujours facile à faire comprendre et partagée par l'ensemble de la société. Alors, nous devions sans cesse répéter des évidences. Atteindre la neutralité carbone, c'est établir l'équilibre entre les émissions de CO2 dans l'atmosphère
et la captation du CO2 de l'atmosphère. Toutes les activités humaines sont émettrices de CO2, d'autant plus si elles consomment des énergies fossiles et si elles mettent en œuvre des matériaux énergivores comme le métal, le béton, le plastique. Mais la nature est bien faite. La vie sur notre planète n'est possible que grâce à la photosynthèse chlorophyllienne, qui prend le gaz carbonique de l'atmosphère, le transforme en molécules de sucre, qui séquestrent le carbone et libèrent de l'oxygène. C'est ainsi que vivent et grandissent sur notre Terre les plantes qui nous permettent de mieux respirer, de respirer tout court, et les arbres de la forêt constituent bien sûr un élément primordial dans ce processus. Comme tout être vivant, les arbres de la forêt doivent être élevés, entretenus et aussi soignés si on veut les préserver. Tout l'art des forestiers consiste à faire grandir la forêt grâce à des sylvicultures adaptées aux conditions pédoclimatiques, à savoir le sol et le climat. C'est ainsi qu'inscrit dans le temps long de la forêt, il procède à des actes fondamentaux comme la plantation et la régénération des arbres, leur adaptation au changement climatique, les travaux d'entretien, les éclaircies et finalement les coupes des arbres arrivant à maturité. C'est quoi un arbre qui arrive à maturité? C'est un arbre dont la croissance commence à décliner avant qu'il ne meure. Et grâce à ces actions, la forêt française, gérée dans un contexte très réglementé, s'est considérablement étendue depuis 1850, doublant sa surface et augmentant année après année le stock de bois en forêt, qui dépasse aujourd'hui les 3 milliards de mètres cubes. Les prélèvements de bois en forêt sont strictement indispensables pour assurer sa continuité, sa permanence et son renouvellement. Mais il faut une preuve de la gestion durable de la forêt. C'est la permanence de l'augmentation du stock qu'elle cumule au fil des années qui la portent. Et ces prélèvements de bois raisonnables permettent de mettre à la disposition des constructeurs des bois qu'ils mettront en œuvre. Les certifications PEFC et FSC, s'il en était besoin, l'attestent. Les besoins en bois annoncés étaient significatifs, mais ne constituaient qu'une faible partie de la ressource française annuelle, tout au plus quelques pourcents de la production. La forêt est évidemment prête pour relever le défi de la fourniture du bois, tout comme elle l'a été pour la fourniture des chênes qui ont permis la reconstruction dans des délais courts de la charpente et de la flèche de Notre-Dame de Paris. Il fallait maintenant relever le défi de la construction proprement dite. Ça a été dit cet après-midi, la première et la deuxième transformation n'étaient pas complètement prêtes, car il s'agissait de fournir des produits techniques élaborés, des lamellés collés et des CLT. Cette perspective a permis aux capacités déjà installées de donner tout leur potentiel et entraîner la mise en place de nouveaux investissements significatifs. Se sont créés des groupements partenaires, on en a beaucoup parlé cet après-midi. C'est ça qui est un peu aussi un miracle, entre les fournisseurs de bois et les constructeurs qui ont co-construit des projets avec, entre autres, l'objectif évident d'utiliser le maximum de bois français. Bois de France et France Bois Traçabilité ont été des outils déterminants. Pour la filière bois française, ces JEP sont un succès historique. 40 à 50% des bois utilisés, plus près de 50%, est d'origine France, beaucoup mieux que les 30% prévus. Une dynamique nouvelle s'est créée entre l'amont et l'aval de la filière fondée sur la capacité, l'engagement et le professionnalisme des partenaires. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est satisfaite du résultat et se félicite d'avoir favorisé l'usage du bois. La filière bois est fière d'être d'ores et déjà médaillée olympique et a franchi une étape considérable pour sa structuration. Incontestablement, France Bois 2024 et les JOP de 2024, c'est une étape historique pour la forêt française.
Merci Michel. Alors, là on est des anciens, toi et moi, mais je voulais qu'on termine avec quelqu'un d'un peu plus jeune, et il y a la chère Marie Joriot qui est là. Souvent je dis que c'est à la fois mon bras droit et mon cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est celui de... C'est pas celui qui se balade, c'est celui qui est carré et qui est sérieux. Hein. C'est pas le reptilien. Alors Marie, moi ça m'intéresse aussi de voir, toi tu nous arrivais de l'urbanisme, de l'architecture, tu es aussi ingénieur à la base, et comment finalement tu as vécu cette petite aventure. Donc tu nous donnes ton point de vue, et puis après je demanderai à chacun d'entre vous de nous dire un mot ou deux mots ou une phrase de ce qui retiendra, le mot de la fin pour chacun d'entre vous par rapport à cette aventure. Mais d'abord toi Marie. Merci Georges-Henri. Oui, moi j'étais aménageur avant de travailler sur France Bois 2024, donc j'étais plutôt du côté de la Solidéo. Donc je connais très bien ce monde des acteurs de l'aménagement et de la promotion immobilière. Ce que j'ai vu en arrivant travailler pour la filière bois en 2018, avec un peu de recul, c'est voir comment la filière est petit à petit, en 6 ans, c'est très court, sorti, il me semble, d'un espace un peu réservé à l'innovation, aux projets emblématiques, coûteux, très performants, avec des très grosses ambitions environnementales, pour arriver à un peu plus de banalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la RE 2020, puisque si on se projette dans les seuils 2028 et 2031, c'est difficile de faire sans le bois. Et c'est un mot qui n'a pas été trop dit ce soir d'ailleurs. Pour moi, on passe aussi un peu d'une époque où on essayait de montrer qu'on pouvait faire des immeubles tout bois à la mixité. C'est-à-dire que le bois, aujourd'hui, il est sur le podium avec les autres matériaux, évidemment. Et c'est, je trouve, une progression qu'on voit, qu'on a vu aussi dans les méthodes des acteurs, soit côté filière, avec des entreprises qui apprennent à mieux négocier leur marché, à faire avec des entreprises générales qui ont des pratiques qui ne sont pas toutes les mêmes, et aussi de l'autre côté, des acteurs qui n'ont jamais construit en bois et qui apprennent les méthodes et le dialogue avec les entreprises de la filière. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle de diffusion de l'innovation d'Everett Rogers. Il décrit 4 étapes. Donc il y a d'abord les pionniers, les innovateurs, et puis ensuite il y a les adopteurs précoces de cette nouvelle méthode. Je pense qu'en 2018, on était encore pour la construction bois sur des adopteurs précoces. Et je pense qu'on peut dire qu'en 2024, on est sur ce qu'il appelle, Everett Rogers, la majorité précoce qui construit en bois. La prochaine étape, donc 2030 peut-être, c'est la majorité tardive. Ça veut dire qu'il ne reste plus que les retardataires qui construiront peut-être jamais en bois, parce que vraiment... ou alors en 2050. Mais en tout cas, ce tremplin, cet effet JO, moi, un peu de l'intérieur, j'ai l'impression de l'avoir vu. Merci Marie. Alors peut-être un mot, une phrase que tu voudrais dire pour la fin. Tu peux penser à nos valeurs, tu peux penser à autre chose, vas-y. Alors moi, je suis spécialisée sur les questions de villes bas carbone, et je voudrais juste dire que 2030, c'est demain. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour relever le défi. Merci Marie. Benjamin, toi, ta phrase ou ton mot de la fin pour ces 6 années qui ne sont pas totalement terminées quand même. Oui, ouais. Alors, les 130 jours vont être encore très 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 intenses. Moi, je vais parler basket, peut-être triple-double. Le triple-double, c'est des paniers, des reponts, des blocs. Et ça se joue sur un plancher, au passage, d'ailleurs, le basket. Et le triple-double, ça serait sur l'héritage. C'est l'héritage pour la construction, pour l'événementiel en général et pour le sport en particulier. Et le double, c'est le faire en France et dans le monde. Merci Benjamin. Hugues, un mot, une idée Oui, je pense que je vais répéter peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, finalement, vis-à-vis des enjeux qu'on a découverts ici, on a fait une démonstration et maintenant il s'agit de généraliser en fait. Donc c'est difficile parce qu'on a couru, on a passé beaucoup d'obstacles. Alors il y en aura sans doute d'autres, mais pour que cette démonstration nous permette d'aller effectivement vers des villes durables, et bien maintenant il faut généraliser tout ça.
Allez les petits, en quelque sorte. Michel, un petit mot? Moi, je dirais que les constructeurs, vous pouvez être rassurés sur un point aujourd'hui, et pendant encore quelques bonnes années, du bois, vous en aurez. Il n'y a pas de souci. Ce qui se passe aujourd'hui en forêt est un peu embêtant, globalement, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et la forêt est devant un défi, je ne sais pas si c'est un triple défi, mais en tout cas, ce défi-là, il est important. C'est qu'aujourd'hui, elle doit s'adapter, elle doit se renouveler et s'adapter. Et tout ce qui est fait aujourd'hui pour le renouvellement de la forêt est positif. Et malheureusement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de convaincre la société. Malheureusement, les esprits n'y sont pas encore préparés. Vous avez fait des progrès dans la construction. Je dis vous parce que j'ai fait un peu de construction personnellement, mais ça n'a évidemment rien à voir avec tout ce que vous avez pu faire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire en forêt, c'est une véritable construction. Et il faut la faire sans hésiter, avec une expérimentation, avec des essais, avec de la recherche. C'est ce qu'on fait tous les jours encore aujourd'hui. Et si on ne le fait pas, effectivement, on peut avoir quelques soucis. Mais aujourd'hui, il faut adapter la forêt. Et sachez qu'on a absolument les moyens d'adapter la forêt au changement climatique aujourd'hui. Merci Michel. Dominique, ton mot, ta phrase, ton... Je crois qu'il faut considérer que ce qui est vu aujourd'hui comme quelque chose d'exceptionnel au sens étymologique et générique doit et va devenir demain le commun. Merci Dominique, et moi je voudrais terminer un peu, je vais donner mon mot, et je citerai un ancien maître des eaux et forêts que j'aime bien, vous savez certainement, Jean de La Fontaine, et en particulier il a fait, c'est la préface qu'on a de notre livre, et il a fait une fable qui commence ainsi. Un octogénaire plantait, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, disait Trois Jouvenceaux, enfant du voisinage. Assurément, il radotait. Car au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Donc je voudrais faire le lien entre nos constructions et cet octogénaire qui plante. Nous aurons des constructions bois si nous avons une forêt et si nous la régénérons naturellement ou si nous la plantons. Et à la fin, ce n'est pas tout à fait sa morale ou sa conclusion, mais Jean de La Fontaine, alors que les jeunes Jouvenceaux l'ont raillé sur le fait qu'il fait des choses un peu étonnantes, dit « Eh bien, reprocherez-vous aux sages de se préoccuper du bien d'autrui ?» Je crois que la filière l'a fait pendant ces 6 années, et je voudrais moi remercier l'ensemble que vous êtes ici, l'équipe de France Bois Construction, vous dire merci et de dire bonne chance à notre filière, puisque nous sublimons et nous passons le relais en terre. Et nous continuerons à planter. Merci à tous et on va pouvoir partager un verre d'amitié.